pas de souci. Mais c'est vrai que c'est toujours une tentation. Hein, oui, non, je ne voudrais pas. Prenez vos places. Nous allons poursuivre nos travaux. Alors, nous avons vu en début de matinée, à travers les archives et l'histoire locale, comment s'est développé l'engagement d'un certain nombre d'acteurs sociaux et comment cela a marqué l'histoire du travail social. Si de grands moments d'engagement collectif ont encore la mémoire et l'imaginaire des uns et des autres, on a évoqué ce matin un certain nombre, les grèves de 36, la résistance, les 68. Qu'en est-il de l'engagement d'aujourd'hui? Assurément, d'autres formes d'engagement apparaissent. Si elles ne sont plus portées par de grandes organisations à l'existence pérenne, les mobilisations se multiplient, sans doute de manière plus spontanée et éphémère, mais elles existent toujours. Et l'actualité nous en fournit quelques exemples. Notre-Dame-des-Landes, les cheminots, et localement plus près de chez nous, les habitants de la vallée de la Roya en sont quelques exemples. L'engagement, c'est la façon de chacun d'être au monde. Comment se traduit cette façon d'être au monde dans une société d'individus où le selfie tient une place de plus en plus importante? Nous remercions Jacques Dion d'avoir accepté notre invitation pour répondre à ces questions. Jacques Dion, bon, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, c'est un compagnon de route du travail social, il est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS, et il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le travail social et sur les transformations du militantisme. Eh bien, Jacques, je vous donne la parole. Bonjour. Oui. Je n'aime pas parler dans un micro et je n'aime pas parler quand je ne vois pas les gens face de moi. Donc, m'excuse si mon propos est un peu éthéré. Alors, mon propos va trancher un peu sur les précédents, dans la mesure où, d'une part, il ne sera pas du tout géographiquement ancré sur des territoires. Il n'y aura pas d'exemple géographique. Et deuxièmement, où vous avez entendu jusqu'à maintenant des historiens, des archivistes, et je vais tenir un propos de sociologue. Donc, j'arrive à faire marcher ça, voilà. Donc, mon problème, ce que je vais essayer de faire comprendre aujourd'hui, c'est comment se pose de nos jours la question de l'engagement. Et je vais le faire en sociologue et dans la longue durée. Alors, en sociologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sociologue, c'est celui qui s'intéresse à la façon dont nous sommes liés les uns avec les autres. Au monde, nous sommes attachés. Attachés aux choses, mais aussi attachés aux gens. C'est ça, je crois, le travail du sociologue. Et il me semble que sur la longue durée, c'est-à-dire si on prend l'espace du siècle passé, la façon dont nous sommes reliés les uns avec les autres a fortement évolué. Et on peut comprendre la question, la façon dont se pose la question de l'engagement que si on arrive à situer cette transformation de la définition sociale de l'individu, puisque l'individu va se trouver définir différemment selon les façons dont il est relié avec d'autres. Donc, si vous voulez, toute une première partie, il sera forcément très schématique. Je vais essayer de dire quelles sont ces transformations dans la définition sociale de l'individu qui nous affectent aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, je verrai les conséquences sur la thématique de l'engagement. Alors, je précise tout de suite, je vais résumer en 40 minutes à peu près 30 années de travail. C'est-à-dire que je vais lire
je vais dire des choses extrêmement sommaires. Plus, je vais sans doute dire des énormités. Parce que je vais tellement caricaturer des choses que ça sera un peu un monstre que je vais décrire. Donc, je vous prie d'excuser le caractère hyper schématique de ce que je vais dire en une quarantaine de minutes. Merci. Donc, on démarre immédiatement sur qu'est-ce que j'entends par les transformations de la définition sociale de l'individu. Alors, pour démarrer de façon simple, je vais penser à un exemple. Cet exemple, c'est une BD, une bande dessinée d'Abodo, que vous connaissez peut-être, Lulu, femme nue, qui a donné lieu à un film dans lequel le rôle titre était joué par Karine Viard. Et qu'est-ce qui se passe dans cette BD, ou dans ce film? Le personnage, incarné par Karine Viard, est une mère de famille, inscrite dans une cité pavillonnaire. Elle a un mari, elle a donc des enfants, elle n'a plus de boulot, elle part en entretien d'embauche dans une ville moyenne de l'ouest de la France. Son entretien d'embauche se passe mal, elle veut retourner chez elle, elle loupe le train. Et donc, elle se retrouve à l'hôtel, elle se retrouve à se regarder dans le miroir à poil. À poil parce que, de ce coup, après cette expérience un peu traumatisante, eh bien, elle n'a pas de boulot, elle n'a plus sa famille, elle n'a plus ses repères géographiques, elle est toute nue. Parce que, traditionnellement, nous sommes définis par nos appartenances et par nos statuts. Nos appartenances, c'est-à-dire le fait d'habiter tel quartier. Non, on a une appartenance géographique, une appartenance sociale, une appartenance religieuse, une appartenance politique. Tout ça contribue à nous définir, ou nos statuts. Le statut, c'est on est salarié ou on n'est pas. On est mère de famille, on est épouse. Épouse, c'est un statut. On est mère de famille, c'est un autre statut. Donc, vous voyez, l'UNU, elle était définie principalement par ses statuts de mère, d'épouse, et puis par ses appartenances géographiques et sociales de résidence de tel ensemble dans lequel elle avait ses habitudes et son lot de connaissances. Quand on n'a plus ça, on devient un individu indéfinissable. Et il faut réapprendre à se définir. Or, il me semble, et je vais très vite, il me semble que la caractéristique de la période présente, c'est que du fait de l'accroissement des mobilités professionnelles, c'est-à-dire qu'on change de plus en plus de boulot, hein, donc on est de moins en moins défini par la boîte dans laquelle on travaille. Du fait des mobilités géographiques, on ne trouve pas de boulot au même endroit et on est amené à ne pas vivre là où on est né. On est de moins en moins également défini par ses appartenances, non seulement professionnelles, mais par ses appartenances géographiques. On n'a plus de boulot, on est dans un statut intermédiaire. Prenons le cas de l'adolescence. L'enfant était jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à une vingtaine, trentaine d'années, assez clairement défini dans ses rapports avec les parents. C'était quasiment un statut, et puis il y avait le statut d'adulte, salarié, habitant, etc. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, entre la période de la fin de l'enfance et la période de l'entrée dans la vie adulte, il peut se passer des années. Traditionnellement, on définissait le passage entre l'enfance et la vie adulte par 5 expériences. 1, on quitte le domicile familial. 2, on a la première expérience sexuelle. 3, on crée une famille. 4, on trouve du boulot. Et 5, je l'ai oublié. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce qui, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, se passait dans un laps de temps très court. Hein. Aujourd'hui, c'est donc sur une période, il peut atteindre 15 ou une vingtaine d'années. C'est-à-dire on peut être encore à 30 ans, 30, 35 ans, et ben, sans boulot, voilà. Et puis, donc il y a une indétermination, si vous voulez, une période d'indétermination qui est de plus en plus grande dans le passage entre le statut d'enfant et le statut d'adulte. Mais ce que je dis là pour le passage entre deux statuts est valable pour l'ensemble des personnes. Donc, il me semble que cet accroissement des mobilités géographiques et professionnelles
cette indétermination à les statuts dans lesquels on est repérable dans le monde social est en train de changer, et du même coup, une des caractéristiques de l'individu actuel, c'est qu'il est obligé constamment de dire qui il est. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est un individu isolé, hein. Au contraire, il est un individu qui est complètement relié aux autres, mais il n'est plus relié de la même façon. Il n'est plus relié de la même façon aux autres individus. Hein. On passe, si vous voulez, d'un individu socialement défini comme anonyme à un individu socialement défini comme singulier, qui est obligé de s'engager pour exister. On retrouve là la vieille thématique de Jean-Paul Sartre. Hein. Il disait l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que c'est dans les actes de la vie quotidienne que l'on se définit et non pas on est prédéfini auparavant. C'est, me semble-t-il, une des caractéristiques de la période actuelle que de nous obliger à nous auto-définir. Et le travail social, le Seigneur, il a mis en avant la thématique du projet depuis déjà une vingtaine ou une trentaine d'années. Le projet, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez être. Ça veut bien dire que là où auparavant la définition sociale allait de soi, on était fils de mineurs habitant tel quartier de la région stéphanoise, où on était fils de... etc., etc., vous voyez, défini par ses appartenances géographiques et professionnelles, eh bien, aujourd'hui, on est contraint de se définir. Et la notion de projet, véhiculée par le travail social, dit bien ça, dites-moi qui vous êtes. Alors, le paradoxe, c'est que dans le cas du travail social, on demande aux gens de se définir à ceux-là même qui sont le moins à même de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'étayage. Ils n'ont plus des étayages qui leur permettent précisément de définir un projet. Mais vous voyez bien comment cette question de la définition de soi devient un enjeu, y compris un enjeu personnel dans le monde d'aujourd'hui. Et que si vous n'êtes pas en mesure de vous définir, eh bien vous êtes en quelque sorte en déficit de reconnaissance. C'est pour ça que la question de l'identité est aujourd'hui si souvent sur le devant de la scène, c'est parce que là où les identités étaient auparavant définies collectivement et donc se trouvaient, si j'ose dire, définies naturellement entre guillemets, eh bien aujourd'hui, cette identité sociale ne va plus du tout de soi et doit être conquise à tout bout de champ. Et c'est pour ça, si vous voulez, que pour les plus démunis, ceux qui sont sans ressources culturelles, sans ressources matérielles, eh bien, cette obligation de dire qui l'on est, cette obligation à se définir, peut être vécue de façon extrêmement difficile. Je crois que c'est important à noter parce que ça signifie que les façons dont on était perçus et dans lesquelles nous-mêmes nous reconnaissions, nous situions nos places dans le monde social, eh bien, ne sont plus évidentes, ne vont plus de soi et sont constamment à périr, en quelque sorte. Je fais un aparté. Il y a là indétermination identitaire et place en travail social. Je fais un tout petit aparté sur le travail social pour montrer comment cette question. J'ai écrit il y a déjà très longtemps un petit bouquin qui s'appelait Le travail social au singulier. Il montrait précisément comment le travail social, qui au départ se focalisait sur des définitions d'individus collectivement assurés, était obligé de travailler avec des individus singuliers. On est passé en gros du travail sur autrui au travail avec autrui. Vous avez bien vu comment la thématique de l'accompagnement est devenue prédominante dans le travail social. La problématique de l'accompagnement, ça veut dire qu'on prend l'individu tel qu'il est et on essaye de cheminer avec lui. Et non pas comme on le considérait auparavant, c'est-à-dire le jeune il était défini comme jeune fils de proto, ou la mère de famille, elle était on devait intervenir sur elle pour les faire acquérir les bonnes façons de travailler en tant que mère de famille, donc d'assumer son statut, hein, on est toujours dans ce même problème. Et là, c'est
de moins en moins possible. Et on est obligé de travailler avec des individus dont précisément on leur pose la question d'identité. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de choix, ce qui veut dire qu'on travaille avec du singulier et non plus avec des repérages de type collectif qui nous permettaient de nous repérer dans le travail. Mais vous voyez bien que c'est une application intéressante de cette thématique de l'accompagnement, c'est que lorsque le travailleur social est obligé de travailler ainsi à la définition, à aider à la définition d'un individu singulier, eh bien, il n'a plus dans sa besace, il n'a plus les outils traditionnels d'étayage collectif qu'il pouvait avoir auparavant, et précisément les statuts ou les repérages sur les histoires collectives, ou les moyens légaux, les contrats, les choses comme ça. Donc il travaille sur un individu singulier, mais lui, ayant perdu lui aussi ses outils sociaux, entre guillemets, il est obligé de payer de sa personne. Et donc, le paradoxe, si vous voulez, c'est que plus le travailleur social a affaire à un individu singulier, plus lui-même doit intervenir on lui demande d'intervenir, de s'impliquer personnellement dans son travail. Et du même coup, on voit qu'il y a une redéfinition même du travail ferme. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas non plus que c'est mal, mais ça me paraît une logique, si vous voulez, de la situation actuelle très importante, c'est que ce nécessaire implication personnelle dans l'exercice même d'une activité professionnelle. Et on retrouve ça dans bien d'autres secteurs, évidemment. Mais vous voyez comment tout ça se travaille. Et puis, deuxième aparté sur le travail social, il me paraît important concernant la question d'engagement, puisque là, vous voyez bien que dans ce premier exemple que je viens de citer, le professionnel est obligé de s'engager en tant qu'individu, et non pas simplement avec ses ressources professionnelles collectives. Et le deuxième exemple qui me paraît intéressant, c'est le travail social est né, en gros, de la bienfaisance, de la charité et du militantisme. Et progressivement, il s'individualise, c'est-à-dire qu'il a défini des normes d'action, des normes professionnelles, il a créé des diplômes, bon, etc., etc. Donc il s'est professionnalisé. Or, on voit bien, on a pensé peut-être un moment, au début des années 60, que ce processus de professionnalisation du travail social était un processus continu et inexorable. On voit bien que sans cesse, sur les marges du travail social, interviennent de nouvelles associations qui viennent redéfinir des sortes de contenu et le cœur du métier du travail social. On a rappelé tout à l'heure la Bélière, après on a eu Paulus, après on a eu DAL, aujourd'hui on a les associations de réfugiés, d'aide aux réfugiés. Toutes ces associations, à leur tour, viennent questionner l'institutionnalisation des grandes associations, des grandes fédérations qui s'étaient progressivement installées au cœur du dispositif du travail social. Donc il y a peut-être qu'une des caractéristiques du travail social, c'est de constamment susciter l'engagement sur sa périphérie et d'intégrer dans un processus d'institutionnalisation progressive ces engagements qui apparaissent à son extérieur, faute lui-même de pouvoir répondre à ceci. Voilà, j'espère. Combien de temps? Tout va bien. Tout va bien? Je voulais donner le cadre, de sorte dans lequel il me semble nécessaire de poser la question de l'engagement aujourd'hui. Alors on va venir à comment se passe la question de l'engagement aujourd'hui. Voilà. Hop. Alors, premier point qu'il faut rappeler, individuation ne veut pas dire individualisme. J'ai parlé d'un processus d'individuation.
c'est à pas du tout confondre avec ce dont on nous rabat les oreilles aujourd'hui dans les médias, partout, en disant les gens sont de plus en plus individualistes. Les gens sont attachés les uns avec les autres de façon différente, c'est pas pour autant qu'ils sont plus égoïstes. Il y a absolument aucun lien entre le processus d'individuation et une qualité psychologique qui serait le souci des autres. Les gens ne sont pas. Je suis redevable à ma expertise tout à l'heure d'avoir relevé qu'il y avait constamment de la nostalgie sur les engagements antérieurs. Et que toutes les générations disent ah, nous, on militait, nous, on s'engageait. Et aujourd'hui, ils sont certains dans leur petit coin. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Les chiffres, tous les chiffres le montrent bien. Alors, qui est-ce qui s'engage, et où est-ce qu'on s'engage, et comment on s'engage, ça va être le principal de mon propos. Le principal étant sur le comment, mais je vais d'abord dire qui est-ce qui s'engage aujourd'hui. Mais écoutez, là aussi, on met souvent en avant le poids grandissant des seniors, des vieux, pour dire les choses clairement, dans l'engagement associatif. Et c'est vrai que si on mesure quantitativement, alors on a un certain nombre de données d'enquête, on a des enquêtes très nombreuses sur cette question-là, toutes les enquêtes indiquent assez clairement une part montée en puissance du nombre des gens de plus de 60 ans dans les associations et plus dans les différentes structures dans lesquelles on peut s'engager. Alors c'est vrai, généralement on peut analyser ce fait en disant soit ces personnes-là reconvertissent des savoirs professionnels dans des savoirs techniques au sein des associations. Ils étaient comptables, ils sont comptables dans l'association, etc. Ils avaient des savoir-faire dans la communication, ils l'investiront de façon bénévole. Soit, et c'est vrai aussi, la cessation d'activité signifie souvent une rupture de liens sociaux avec un voisinage immédiat, et donc l'engagement associatif peut être un moyen de créer de nouveaux liens au seuil au tard de la vie. Alors c'est vrai, mais il me semble que ceci ne doit pas cacher un autre phénomène beaucoup plus important, qui est le poids de plus en plus important des femmes dans le bénévolat et dans la vie associative. C'est une chose qu'on a absolument, on ne se dit pas assez. Quand on regarde les chiffres, grosso modo, il y a une quarantaine d'années en arrière, je vous ai dit que je travaillais sur une longue période. Il y a une quarantaine d'années en arrière, les femmes représentaient à peu près 20% des personnes engagées dans le monde associatif. Quand on regarde aujourd'hui, elles sont 55%. Donc c'est un bond considérable. C'est un bond considérable et c'est un bond d'autant plus intéressant à noter que quand on regardait ce qui se passait il y a une trentaine d'années en arrière, une génération en arrière, les femmes qui s'engageaient comme bénévoles le faisaient principalement dans le secteur social. Et de façon honnête, dans les parents d'élèves. C'était là où on retrouvait le plus de ça. Lorsqu'on regarde aujourd'hui l'engagement des femmes, il se fait partout. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus spécialisées dans le social, mais on les retrouve dans tous les types d'associations, et y compris dans les partis politiques, et y compris dans les syndicats où elles sont de plus en plus nombreuses. Ça me paraît une donnée importante de l'engagement contemporain. Alors, ça ne doit pas masquer un fait, c'est que là comme ailleurs, dans la vie associative, dans l'engagement comme dans la vie professionnelle, il existe un plafond de verre. C'est-à-dire que plus vous montez dans la hiérarchie du bénévolat, plus vous passez de simple adhérent à un membre du conseil d'administration, un membre du bureau, à présidente, et moins vous avez de femmes. Donc
la bataille n'est pas terminée, mais il y a depuis une trentaine d'années une évolution considérable en la manière, c'est-à-dire le poids des femmes dans les législatives. Et je n'aurai pas l'occasion de vous le dire, mais il me semble que cette présence féminine de plus en plus marquée modifie concrètement les fonctionnements même de la vie associative. Je vais en prendre qu'un exemple, parce qu'il nous a beaucoup frappé. On a étudié, je ne vous passe sur les détails de l'enquête, combien de temps durait une réunion d'un conseil d'administration, d'un bureau d'une association, alors soit le séance était petite, soit le bureau était une grande association. On a fait ça sur 50 ans. Autant vous dire qu'il y a des problèmes de méthode considérables. Mais grosso modo, on aboutit à ce résultat, la durée moyenne passe de 2h50 à 1h20. À 1h20. Mais si on les invite de près, alors je fais une parenthèse, ma méthode c'est moins les statistiques que regarder comment les gens s'engagent. Moi je m'écris beaucoup du discours de pourquoi. Je pense qu'on peut saisir le pourquoi en analysant le comment. Comment les gens s'engagent. Est-ce qu'ils ont un crayon, à quelle heure, où est-ce qu'ils vont, etc. C'est en étudiant ces choses de façon ethnographique que je pense en apprendre le plus. Donc, est-ce qu'on apprend que la durée diminue, mais pas seulement la durée diminue, la durée formelle, mais aussi la réunion commence de plus en plus chaleur et finit de plus en plus chaleur. Alors, auparavant, la réunion traînait en longueur et rarement commençait à l'heure. Et souvent aussi, elle commençait au bistrot d'à côté et elle finissait au bistrot d'à côté. Ce qui veut dire qu'il y a des réunions de mâles, enfin d'hommes. Il y a des réunions d'hommes, il n'y avait pas de souci de garde d'enfants, de faire à manger, de préparer les repas et d'aller coucher les gamins. C'est dans ces détails-là que l'on voit la place prépondérante des femmes aujourd'hui, à savoir que les réunions ne s'éternisent pas, elles commencent et elles finissent à l'heure. Un détail, mais il permet de voir les transformations importantes qui sont à l'œuvre derrière le processus d'engagement. Enfin, troisième catégorie sur laquelle je veux dire un mot sur les gens qui s'engagent, eh bien ce sont les jeunes. Parce que là, le discours, il est envahissant. De notre temps. Les jeunes aujourd'hui ne s'engagent plus. Et c'est complètement fou. Complètement fou. Alors, souvent, ils ne s'engagent pas de la même façon, et on va voir, que leurs aînés. Leur façon de militer, leur façon de participer au bénévolat est souvent très très différente de la façon dont on faisait auparavant. Si bien que leur façon, en quelque sorte, devient invisible pour ceux qui les regardent avec les yeux des militants qu'ils étaient auparavant. Et on a fait beaucoup d'enquêtes dans de très nombreuses villes de France. J'ai toujours été frappé par le discours des élus, et notamment des élus de gauche, pour dire les choses rapidement. Ils disaient « Ah, nos jeunes ne s'engagent plus dans les quartiers, on ne trouve plus des jeunes pour animer la vie sociale, pour participer à des activités. » Mais ces gens-là, ces élus, étaient souvent des élus issus d'une mouvance de gauche des années 60, 70, 80, cherchaient auprès des jeunes les mêmes façons de militer que celles qu'eux-mêmes avaient pratiquées. Et bien évidemment, ils ne les trouvaient pas. Du coup, c'est comme un chercheur de champignons, il ne connaît pas les champignons, et ben, il ne trouvait pas des engagements. Sauf que les engagements, ils étaient ailleurs. Ils étaient ailleurs et ils se pratiquaient de manière différente, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, auparavant, un mot sur... Ça va, oui? Vous suivez? Bon, un mot sur où est-ce que les gens militent. Alors là aussi, je suis un peu caricatural, je vais y aller à grande certes, mais grosso modo, on milite de moins en moins dans les partis politiques. C'est vrai qu'il y a une érosion de la participation dans la vie politique. En même temps que si on y regarde bien, on voit un accroissement de la participation dans les clubs politiques. On milite un peu moins dans les syndicats, mais simplement un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte érosion dans les années 80-90, elle est pratiquement, cette érosion est pratiquement terminée aujourd'hui. Mais on milite un peu moins, certainement moins que la génération précédente dans les syndicats.
Dans l'association, on milite alors beaucoup plus. On milite beaucoup plus. Et quels sont les types de secteurs dans lesquels on milite? Moi, je veux dire, alors, si je mets à part le secteur sportif, sur lequel on pourrait revenir, mais il constitue un peu un cas particulier. Si on élimine donc le secteur sportif, on s'aperçoit que les gens s'engagent dans 3 types d'associations. Un, les associations du secteur social. Donc ça peut être les restos du cœur, ça peut être l'aide à trouver un logement, etc. Deuxième type d'intervention, c'est l'humanitaire international. Ça veut dire Médecins du Monde, Amnesty International, aujourd'hui l'aide aux migrants. Troisième secteur dans lequel les gens s'engagent de plus en plus aujourd'hui, l'environnement, l'écologie. Si vous considérez ces 3 secteurs, vous apercevez qu'ils ont un point commun. Ils ont un point commun, c'est-à-dire que là où hier, c'est que tous se fondent sur l'idée que demain sera pire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, par rapport aux engagements de la génération précédente, dans lesquels le maître mot c'était demain sera meilleur qu'aujourd'hui. L'Orient est rouge, le soleil est à l'horizon, le socialisme vaincra. Donc l'idée que la flèche du temps, c'est une flèche du temps, non, on va y avoir dans l'autre sens, c'est comme ça, il va vers un plus. C'est l'idée de progrès, l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qu'on milite pour que demain pour un monde meilleur. Il me semble que de plus en plus, on milite pour que le monde ne soit pas pire qu'aujourd'hui. Il y a une inversion, vous voyez, de la flèche du temps et de notre façon de considérer l'avenir. Et du même coup, eh bien, on s'engage dans des secteurs où on essaye, j'y reviendrai, de combattre ce pire qui risque constamment de nous arriver. Donc, j'ai dit à peu près qui est-ce qui s'engageait, j'ai dit où est-ce qu'on s'engageait, je veux dire maintenant comment on s'engage aujourd'hui. Et il me semble là important de noter trois grandes. Voilà, c'est le hic et nun, l'exigence démocratique et les conditions des actes. Auparavant, je veux juste dire un petit mot, c'est que. Comment dire? Il y a, je crois que Mathias Verden tout à l'heure l'a rappelé, soyons attentifs à ne pas déconsidérer les engagements et considérons toutes les formes d'engagement. Or, le problème est bien ici. Lorsque je vous parle de ces vieux militants politiques ou syndicaux Île-de-France, c'est le cas que j'ai connu, ils ne voient pas dans leur Suisse, ils montent des pompes au Sahel, ils s'investissent dans les restos du cœur, ils montent un atelier de théâtre dans un coin de banlieue. En ces militants politiques et syndicaux des années 80 ou 70-80 ne considèrent pas ça comme on ne considère pas leur Suisse comme militants. C'est bien qu'il y a une transformation globale, si vous voulez, de la façon de se repérer dans le monde social, de se repérer dans l'avenir, et ça veut dire qu'une façon de militer qui était, je crois, relativement hégémonique il y a une génération en arrière, l'est de moins en moins. Et qu'il y a aujourd'hui 1001 façons de militer. Donc, avant de dire comment on milite aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle militant et que les gens s'engagent selon des modalités différentes et qu'on ne voit pas au nom de quoi, sinon au nom de la nostalgie, on pourrait dire celle-ci est meilleure que celle-là. Donc, ce qui caractérise, si vous voulez, la caractéristique de l'engagement aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de caractéristique. Il est variable, il est modulable, il est multiple, il est complet. Ceci dit, et aussitôt, je vais dire l'inverse de ce que je viens de dire, ceci dit, il y a des tendances. Il y a des grandes tendances, me semble-t-il. Alors, quand j'ai commencé à travailler, il y a 20 ou 25 ans sur ce thème-là, je n'étais pas sûr que ce soit des tendances nouvelles, et je me suis fait suffisamment engueuler
lorsque j'ai opposé le militantisme du Vietnam, le Vietnam ça adhère. Hein, et puis on change de Vietnam et on renouvelle son âme toutes les années. Ça, c'est le militantisme d'âme. Et le militantisme post-it, c'est le militantisme, on s'engage un petit moment, on une pause, et on décolle. On va dire. Bon. J'avais tendance à penser qu'on allait du modèle du Vietnam au modèle du post-it. Il me semble que les faits me donnent plutôt raison. Ceci dit, je ne mets pas de jugement de valeur derrière ces deux façons de militer. Et je pense qu'il peut y avoir autant d'engagement dans le deuxième modèle, qui est le modèle indien, que dans le premier. Toujours est-il que cette question du post-it, révèle un certain nombre de traits du militantisme contemporain. Alors j'en ai retenu trois. Hein. Le premier, c'est ce que j'ai appelé Iet Nung, hein, ici et maintenant. Hein. Ben, vous voyez bien comment ça va de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir l'inversion de la flèche, comme ça, l'inversion de la flèche du temps, à savoir demain ne sera pas forcément meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, si demain n'est pas forcément meilleur aujourd'hui, eh bien, il faut consacrer toutes nos forces à agir aujourd'hui. Hein, et il faut faire en sorte, sinon de transformer le monde, du moins de transformer les choses là où l'on est, le temps qu'on est sur Terre. Sans forcément grand espoir de changer le monde. Ça veut donc dire qu'on est sur une posture dans laquelle on est beaucoup moins dans la longue durée hier, hein, on est plutôt dans l'instantané, hein, avoir des résultats. Hein. Le problème, c'est moins se battre pour des idées, obtenir des résultats concrets. Hein, c'est ça que je veux dire, ici et maintenant. Mais ça veut dire aussi que le militantisme et l'engagement est sur un mode beaucoup moins sacrificiel, si j'ose dire. C'est-à-dire celui pour lequel on sacrifiait toute sa vie. Hein, on s'engageait à fond et pour la durée de son existence, et dans tous les compartiments de sa vie, on avait cette nature de militant. À partir du moment où on s'engage pour une action déterminée sur un endroit localisé, cette dimension sacrificielle et de longue durée de l'engagement me semble avoir moins d'importance. Ce qui ne veut pas dire, et c'est un point qui me paraît très important de cet aspect-là du nous, on fait n'importe quoi. Au contraire, une des caractéristiques des façons de militer d'aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle l'idéalisme pragmatique. C'est un oxymore. Hein. L'idéalisme, c'est-à-dire des visées lointaines, hein, et pragmatique, c'est-à-dire au jour le jour, il joue avec la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a changé. Oula, de chien. Bon, ben, j'accélère. Mais ça veut dire qu'on a changé de. Ah, je suis perdu là. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'oxymore, oui. Ça veut dire que on peut pas, les moyens que l'on emploie pour la cause ne sont pas indissociables de la fin que l'on vise. Hein, d'ailleurs, il y a un rapport entre la fin et les moyens. Alors que souvent l'engagement d'hier, je caricature, était un engagement dans lequel, peu importe les moyens, on cherche la cause. Hein. Et ici, il faut que les moyens soient en quelque sorte révélateurs de la cause que l'on veut servir à long terme. On ne peut pas agir sur le long terme, mais on veut du moins que la façon dont on agit maintenant soit indicielle, soit symptomatique du monde que l'on rêve. Même si ce monde, on sait qu'on n'obtiendra pas. Hein, voilà. Bon. Deuxièmement, je vais très vite, l'exigence démocratique. Mais je vous dis, c'est la méfiance qui se généralise vis-à-vis de toutes les structures trop institutionnalisées. Hein. Et donc, c'est l'idée de pouvoir parler en nom propre. Hein. L'idée qu'on ne peut pas dessaisir sa parole au sein de collectifs. Hein. Alors, vous voyez bien que ça va de pair avec ce que j'ai dit sur l'individuation, c'est-à-dire que dans l'individuation, on était dans des sociétés d'interconnaissance. Ok, hein, dans lesquelles on pratiquait les activités militantes au sein de collectifs dans lesquels on connaissait pratiquement tout le monde, où on pouvait les connaître. Mais même nous, on était facilement amené à pouvoir déléguer sa voix.
Et comment dire, la démocratie de type parlementaire, délégative, fonctionnait parfaitement parce qu'on connaissait les gens. On pouvait donc leur confier notre bulletin et savoir qu'ils agiraient comme nous. Dans un monde, comme le monde actuel, il y a de moins en moins un monde d'interconnaissance du fait des mobilités géographiques des projets, on ne sait pas qui on a affaire dans la situation. Donc, on est plus mobilisé par l'objectif, mais du même coup, on est de moins en moins amené à déléguer à d'autres, et donc on tient à ce que sa propre parole puisse être prise en compte. Et cette démocratie participative, vous voyez bien qu'elle est à l'œuvre un peu partout, y compris dans les mouvements spontanés ou plus ou moins spontanés, qui naissent aujourd'hui. Bon, voilà. Je vais très vite, hein, mais je pourrais me développer. Troisième point, l'affichage des aspects. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que hier, quand on s'engageait, il fallait surtout taire qui l'on était en termes de personnes singulières. Hein? Puisqu'on se dévouait pour la cause, on était un individu anonyme, un soldat de la cause. Le soldat, il a un uniforme et il est indissociable des autres soldats et il n'a pas de caractéristiques propres, il n'a pas de personnalité. Et bien, en même temps, aujourd'hui, on exige la démocratie, une démocratie, on exige de parler en nom propre, et bien, le choix intérieur, sa propre intimité, elle est partie prenante de l'engagement. Pour ça, l'engagement, il est peut-être moins exigeant en termes de sacrifice hier, mais il est en même temps plus exigeant, il implique de se mobiliser soi-même profondément. Et c'est pas forcément facile. Hein, c'est pas forcément facile. Et j'en ai voir à exposer publiquement ses sentiments, ses passions, ses appels. Et pour revenir dans le secteur social et sanitaire, je me permets un exemple, vous avez eu pendant très longtemps des associations d'aide et de soutien aux malades. Hein, les Paralysés de France, la API, les trucs comme ça. Vous voyez les alcooliques anonymes, hein, vous voyez apparaître aujourd'hui des associations. Alors ces associations, il y avait quelques malades dedans, il y avait des parents de malades, et puis il y avait des médecins, et du personnel infirmier, des assistantes sociales, du social, du sanitaire. Hein, et puis quelques patients eux-mêmes. Ce que l'on voit aujourd'hui, eh ben, c'est les patients eux-mêmes qui se mobilisent. Hein. Et alors moi, j'ai un exemple qui est caricatural, mais pour moi il parle beaucoup. Vous avez des alcooliques anonymes. Ça dit bien ce que ça veut dire. Eh ben, vous avez aujourd'hui des associations de buveurs, ils revendiquent le non-anonymat. Donc, vous voyez, c'est l'exposition de l'intime par rapport à l'anonymat d'hier. Mais vous avez un exemple qui est fameux, qui a modifié le paysage du militantisme en France, c'est Aide et Act Up, dans lesquels les gens sont venus exposer leur orientation sexuelle à l'occasion du virus VIH. Où la part la plus intime de soi était mise en public pour la défense de la cause. Il me semble, si vous voulez, que l'arrivée d'associations Homme Aide et Homme Act Up marque bien ce tournant dans lequel l'intime n'est plus refoulé, mais au contraire exposé dans l'espace public. Il faut aller très vite, je termine ma conclusion. En conclusion, j'ai appelé les valeurs de l'expérience. J'ai beaucoup travaillé sur des groupements, des mobilisations qu'on appelle les NIMBY. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. NIMBY, ça veut dire Not in my backyard, pas dans mon jardin. C'est l'ensemble de ces associations qui se mobilisent pour empêcher la construction d'une voie ferrée à grande vitesse, d'un aéroport, d'une ligne à haute tension, d'une porcherie, voire d'un centre de réfugiés à côté de chez soi. Hein, pas dans mon jardin. Ça pourrait paraître comme le pic même de l'association de défense d'intérêts particuliers, hein, d'intérêts égoïstes. On étudie l'association, et je n'ai pas le temps de le faire, j'ai promis de parler de plusieurs d'entre elles parce que c'est très significatif. On examine concrètement comment ça fonctionne,
on s'aperçoit que ça réunit des gens ils n'ont que le voisinage pour point commun au départ, hein, et qui pourtant vont réussir à créer des langages, à se battre contre les institutions, à dépasser l'horizon immédiat pour intervenir publiquement dans l'espace public, et je ne parle pas des ZAD sur lesquels j'ai travaillé assez longtemps. Donc il me semble intéressant de noter que c'est des gens qui n'étaient pas du tout prédestinés à se battre pour des causes collectives, qui, partant de combats de défense sur des apparents intérêts particuliers, vont être amenés à s'intéresser à la marche du monde. Et qui, une fois, on pourrait citer, comment ça s'appelle, le beau film sur les paysans de Larzac, là, tous au Larzac, il montre bien comment les paysans initiaux de la lutte de Larzac, les œufs, si je ne me trompe pas, ils étaient bons catholiques, ils allaient à la messe le dimanche, et là, vous les voyez aujourd'hui, ils sont transformés. Hein, c'est plus les mêmes gens. Hein. Mais ce que je dis de ces grandes mobilisations dans les ZAD, on pourrait dire de petites mobilisations, je pense, au réseau Éducation sans frontières, hein, dans lesquelles des mères de famille, sans horizon politique au départ, hein, sont amenés à défendre, sur l'intervention de leur propre gamin, à défendre un autre gamin parce qu'il est menacé d'être expulsé hors de France. Ces mères de famille, ce sont des femmes, que rien ne prédisposé à s'engager, vont mener une lutte. Il ne va pas durer longtemps, il peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être 3 mois au plus grand cas. Croyez-vous que ces femmes-là ne verront pas leur vision du monde social changer en fin de parcours? C'est-à-dire que des actions qui pour autant ne sont pas des actions de longue durée, hein, vont transformer en quelque sorte la vision du monde de ces individus. Et donc ça rejoint, si vous voulez, ce que je disais dans mon propos initial, à savoir que notre définition, notre propre définition de qui on est, notre identité, hein, elle est peut-être aujourd'hui moins le fruit de la tradition, de l'enseignement qu'on a reçu, hein, des valeurs qu'on nous a inculquées, mais dans une société marquée par l'horizontalité des rapports plutôt que par la verticalité, elle est dans le résultat des expériences. C'est-à-dire que c'est les faits que nous accomplissons, les démarches que nous engageons, les luttes que nous menons aussi minoritaires, aussi limitées soient-elles, ils contribuent à nous définir. Et donc je pense qu'il y a un renversement dans la tradition militante, où auparavant l'engagement militant supposait principalement l'adhésion à des valeurs, à aujourd'hui où l'engagement militant est plus le résultat d'expérience. Et je m'arrête là. Merci. Doublement frustrant pour Jacques, disons, qui n'a pas eu le temps de tout dire, et pour vous qui aurez aimé en savoir davantage. Mais c'est la règle du jeu. Nous avons maintenant quelques minutes pour échanger, et donc je vous invite à faire part de vos réactions par rapport à cette intervention. Jacques Bergeret. Désolé, Jacques. Je prends le micro au passage parce qu'on a le temps. Non, je voulais dire tout de suite, parce que ça s'enchaînait avec la double frustration, je voulais dire tout de suite que l'ouvrage de Jacques, je vais en témoigner, qui date du début des années 2000, s'engager dans une société d'individus. Donc tu m'as dit tout à l'heure qu'il était, je ne sais pas, tu préciseras, peut-être pas épuisé, mais qu'il fallait que les libraires le commandent, mais qui de toute façon doit se trouver dans les bibliothèques ici à Nice, notamment les bibliothèques du ISTS. Cet ouvrage est extrêmement complet et il est vraiment, pour moi, c'était un détonateur très important parce que ces problématiques de l'individuation, c'est des problématiques essentielles aujourd'hui, et tu l'as bien dit, hein, ce qui concerne pas simplement le travail social, mais notre vie
notre vie, on va dire, post-moderne. Et donc, il est structuré en 5 parties, il a tous les éléments, c'est extrêmement complexe, c'est très conceptuel, mais aussi avec toutes les données que tu nous as évoquées très rapidement tout à l'heure, notamment cette question de l'exigence qui est faite à l'individu contemporain de devoir se définir constamment, de s'auto-définir, jusque peut-être, comme disait Ehrenberg, jusqu'à la fatigue d'être soi, parfois, hein, mais le travail social est le témoin privilégié de cette question-là. Bon. Et puis sur l'autre facette, sous quelle forme il faut reconnaître de l'engagement aujourd'hui sans utiliser les filtres de jadis, de façon à voir vraiment où est l'engagement, ton ouvrage est aussi extrêmement, toujours très pertinent. Ça débouche sur cette question que le particulier ne se pose pas forcément au collectif, que le singulier ne se pose pas forcément à l'égalité, qu'il y a donc des choses qui sont conciliables sur ce plan-là. Et moi, je voulais témoigner de ça et conseiller à tout le monde de le regarder de près. Merci pour la pub. Non, le bouquin est disponible, mais sauf il faut le demander à l'éditeur ou demander au libraire de commander à l'éditeur parce qu'il ne doit pas faire une deuxième édition, par contre il réimprime à la demande. Voilà. Point de détail. Il y a un propos, je n'ai pas dit, un petit mot, une incise que je voudrais dire, parce qu'elle parle sans doute aux gens du travail social, c'est ce dont je parle là. C'est l'envers de ce dont parle Robert Castel quand il parle de désaffiliation. Tout le monde a entendu parler de la désaffiliation avec Robert Castel. Tout le monde en même temps a oublié que le premier article de Robert Castel sur la désaffiliation, c'était pas sur ce qu'il appelle l'individualisme négatif, mais c'était sur l'individualisme positif. C'était l'histoire, c'était l'analyse du mythe de Tristan et Iseult, et comment Tristan, doit vaincre le cercle de son appartenance et de son statut pour pouvoir être amoureux de Iseult. Donc c'était la version positive, si vous voulez, de la désaffiliation. On pourrait dire que la désaffiliation a un versant négatif, celui où les travailleurs sociaux connaissent à travers Robert Castel, mais elle a aussi un versant positif, celui évoqué par Tristan et Iseult, par Robert Castel lui-même, et on pourrait sans doute appeler aussi, sans trop se tromper, émancipation. Et que finalement le processus d'individuation dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est aussi le processus d'individuation qui était rêvé par les républicains en 1789. C'est-à-dire que les gens pensent indépendamment de leurs appartenances, indépendamment de leur statut social. Et c'était finalement le rêve de Condorcet et des éducations populaires. D'autres interventions? Oui, Essayez de condenser, hein, ça va être mieux. Oui, c'est pour ça que je le dis. Oui, premièrement, je suis vraiment en phase avec tout ce que vous avez dit. Mais du coup, j'aurais envie de pousser un peu plus loin. Les jeunes sont d'une immense générosité, ça n'a pas changé d'une époque à l'autre. Ok. Ils sont plutôt partisans des opérations coup de poing. Ils ne veulent pas être enfermés dans les associations. Le modèle associatif pose problème. Et j'entends les lamentations, mais pas que dans notre secteur, et ça pose question. Et parmi les questions, donc pour aller plus loin, est-ce qu'il ne faut quand même pas avoir des porteuses de grande musique durables pour à un moment donné avoir des mélodies qui ont effectivement des variations sur le thème, qui peuvent être à un moment donné des thèmes lents, des thèmes rapides, des thèmes coups de poing en quelque sorte. Et donc, quel est l'avenir des associations, du système associatif? On a de la peine à trouver des dirigeants, c'est ce qu'on entend partout. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le système associatif, notamment dans le social, pour permettre de marier bien à la fois une porteuse, des dirigeants, des gens qui assurent sur la durée, donc qui ne sont pas seulement sur le court terme, qui peuvent, y compris d'ailleurs, rappeler des antécédents,
dont on a besoin pour ne pas faire de conneries dans le présent et positionner des éléments qui peuvent être susceptibles d'avoir des effets dans l'avenir. Et comment associer un temps et en suffisance et de manière attractive des énergies qui ne veulent pas être enfermées dans le système associatif. Moi je n'ai pas de... pardon. Donc, je n'ai pas de recette. J'essaie d'analyser ce qui se passe et je me garderai bien de donner des indications sur comment il faut agir. Je me demande en même temps si votre préoccupation, je vais être un peu vache, si votre préoccupation, enfin, excusez-moi, mais si votre préoccupation est pas précisément une préoccupation, il marque une non-confiance en la spontanéité des expériences successives. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire oui, ça se passe pas comme avant, oui, ça se casse la gueule, oui, ça se pète, oui, ça s'arrête, oui, etc. Mais j'aurais tendance à penser que la multiplication de ces petits coups, de ces expériences, de ces engagements transforme le paysage. Et il n'y a pas besoin d'un Deus et machina ou d'une parole d'ancien ou d'une aide institutionnelle pour la faire accoucher de quelque chose de plus. Voilà. Mais c'est une impression personnelle. Voilà. Mais tout le système juridique français Pardon suppose d'avoir des porteuses. Mais je vois pas bien ce que vous voulez dire par porteuse. Ouais. Une collectivité territoriale ne va pas donner de l'argent à quelque chose qui n'est pas un corps constitué. Ah oui. Moi, maman, attendez voir. Là, ça renvoie à un autre débat qui est très compliqué. C'est comment dire, cette évolution qui fait qu'on passe de plus en plus dans des financements sur projet et plutôt à des financements sur structure. Et du même coup, effectivement, moi ça me paraît une aberration totale, c'est-à-dire c'est un manque de confiance. D'abord, c'est un modèle de mise en concurrence des associations les unes avec les autres et de mise en concurrence des associations et du secteur privé lucratif. Donc, je suis très très opposé à cette logique du projet, même si je sais qu'elle est largement dominante aujourd'hui. Et je dis que la seule solution possible, eh bien, c'est le financement gratuit. Il y en a qui vont casser la gueule, il y en a qui vont réussir. C'est l'expérimentation. Il faut accepter de faire un peu de fric dans le soutien à tel ou tel type d'association, si elle en demande, parce que souvent elle n'en demande pas beaucoup, parce qu'on sait que pour 3, 4, 5 échecs, il y aura une ou deux réussites formidables. Merci. Oui, merci infiniment de cette présentation, de la modélisation. Moi, j'ai deux petites questions. Le premier, pourquoi dans la petite vidéo, il n'y a pas la fin des militants? Il n'y a pas. Ah, bah, il n'existe plus. Non, mais bon, je veux dire que c'est quand même quelque chose de très fort. Là aussi, merci. Cette fin aujourd'hui des militants, et j'y reviendrai dans ma conclusion par la suite. Mais la question la plus importante est cette question de l'individuation des affiliations. Ces deux tensions. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on parle ici du travail social, on parle ici d'un engagement professionnel. Oui. Alors que dit Jacques Villon de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, l'épuisement, le bore-out, qui est l'ennui au travail, ou le nouveau modèle managérial à la mode, qui est le brown-out, qui est le fait qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait. Alors que le sens, c'est quelque chose qui est revendiqué comme un mot subventionné dans le travail social. Alors, plusieurs étages. Un, la fin des militants, le bouquin est épuisé. Donc je n'allais pas citer un bouquin épuisé, c'était se faire plaisir au moins. Sur le burn-out, je trouve qu'il y avait Bertrand Ramon, on a écrit un petit article, un gros article sur le burn-out. On a écrit ça dans les années, la fin des années 90. Donc vous voyez, on s'est occupé de la question il y a déjà longtemps. Sur la question du burn-out, je ne peux pas en parler en
en 2 minutes, mais je pense que ce que vous avez fait, ce à quoi vous avez fait allusion, est aussi l'irruption d'un modèle de gestion professionnelle qui est issu, pour aller vite, du monde libéral. Hein. Moi, je m'étais promis aujourd'hui de parler aux sociologues et de jamais parler, alors j'avais écrit là, de ne parler ni en économiste, parce que je sais qu'on peut expliquer beaucoup de choses par le poids du néolibéralisme dans ce qui se passe aujourd'hui, ni en termes de politologue, parce qu'on peut aussi expliquer beaucoup de choses de ce qui se passe en regardant les politiques publiques. Hein. Et j'ai parlé ni politique publique, ni néolibéralisme volontairement. Hein. Mais si vous introduisez la question du burn-out et la façon dont le métier est pratiqué aujourd'hui, on est obligé, je suis obligé d'intégrer ces notions-là. Mais comme je ne suis pas, comme je ne suis ni politique, ni politologue, ni économiste, je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là, même si j'ai des opinions, je préfère aujourd'hui parler aux sociologues. Voilà. Ce n'est pas un refus, il faudrait dire plein de choses sur lesquelles je ne suis pas très... La prégnance du modèle de gestion du personnel qui nous vient du secteur privé, eh bien, il est arrivé en même temps qu'il a cessé l'autopromotion des cadres du social à l'intérieur du secteur lui-même. À partir du moment où on a fait appel à des gens issus du monde du privé ou d'administration publique, et notamment issus des instituts régionaux d'administration, pour assurer l'encadrement du secteur social. Donc, il y a manifestement, il y a eu transfusion des méthodes de management du privé et du public vers le secteur social. En même temps, je suis assez confiant, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, à savoir que le secteur social est en perpétuel renouvellement. Il y a toujours des petites associations qui viennent contester les vieilles associations qui se sont institutionnalisées. Je me dis, ça va peut-être bien finir par bouger un peu, mais je reconnais que le poids du managerisme est considérable dans le secteur social. Bien, alors vraiment une dernière intervention, bien ramassée. Ça va être extrêmement court, et c'est pour réagir vraiment sur les derniers mots de Jacques, où je partage tout à fait cette vision du nouveau modèle. C'est un peu une provocation d'historien que je voulais faire. J'en suis à mon 5e centenaire d'association. Et c'est vrai que comme historien, c'est extrêmement troublant de travailler sur une association qui a plus de 100 ans, ou sur une institution sociale qui a plus de 100 ans. Et ce qui est troublant, c'est comment les associations et les structures qu'elle a créées justifient sa longévité. Et ça le justifie toujours par, oui, effectivement, les premiers buts qu'on avait faits ont disparu, mais il y a toujours eu des besoins nouveaux. Et comme s'il y avait une impossibilité finalement de disparaître dans l'histoire. Et donc c'est vrai qu'on voit chez certaines associations, c'est un peu pour ce que je dis, mais c'est vrai que c'est assez fascinant, toujours on perdure, et ce qu'on a créé doit perdurer, parce que de toute façon il y a de nouveaux besoins, même si ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait fait au départ. Donc cette espèce de, à l'opposé des petites associations point éphémères, cette espèce de longévité auto-justifiée de certaines associations qui existent parce qu'elles existent et parce qu'elles ont toujours existé et parce qu'elles devraient toujours exister. Bien d'accord avec toi. Il y a un point que je n'ai pas dit, mais sur lequel je veux revenir, c'est que j'ai insisté sur l'air. Il y a plusieurs façons de militer. Ces façons de militer ne sont pas le fait de catégories sociales spécifiques ou de catégories d'âge spécifiques. On peut être jeune et militer selon un modèle traditionnel et même réclamer un chef et des ordres. Hein. On peut être inversement âgé et réclamer l'absence de parler en nom propre. Et surtout, la même personne, et ça on l'a constaté des centaines et des centaines de fois, peut militer différemment. Elle peut être assez aimée et militer selon un modèle un peu traditionnel, et en même temps être à l'attaque, et en même temps être une situation humanitaire, elle milite de façon différente. Donc, il y a pas de... Il y a une plasticité, une possibilité d'engagement aujourd'hui
il me paraît sans doute la dominante de la période. Merci. Un mot. Mais, comment? Ou Philippe. Oui, j'avais dit que c'était l'ultime intervention. 10 secondes, Hélène. Je vais le dire en discours, tu vas voir. Non, mais c'était juste un mot pour soulever une question que de toute façon on ne pourra pas traiter, mais qui me semble quand même rester une question dans tout ce que vous avez exposé, tout ce qui s'est dit et qui est fort intéressant. C'est à savoir que je pense aux travaux de Fustier, qui avait bien montré comment la profession d'éducateur spécialisé, qui était dans le don total, dans le modèle familial, etc., dans le don total au début, avait été organisé aussi d'une certaine façon quand les syndicats sont apparus et quand il y a eu des conventions collectives, une limitation du travail, donc quelque chose de réel qui mettait une sorte de barrière à ce don total. Mais il avait aussi montré comment, dans ces modèles relationnels, que ce soit avant ou maintenant, dans ces professions relationnelles, où il y a de toute façon une relation avec l'autre, qui pose la question de qui on est, qui est l'autre et qu'est-ce qu'on fait, il y a aussi la question de qu'est-ce qui fait qu'on est limité effectivement par son statut professionnel, mais il y a des choses qui s'engagent et qui sont dans l'illimité d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce don de supporter un certain nombre de choses, des clients, des patients, etc., de trouver la bonne formule, et que lui, il situe, je crois, dans la question de la génération, justement, de la filiation, et du fait que c'est parce qu'on a été institué à quelque chose, qu'on a été dans quelque chose qui indique qu'on est en lien avec les autres et qu'on a été affilié soi-même, qu'on peut aussi se permettre de le vivre avec d'autres personnes. Et il y a quelque chose quand même qui, justement, dans le modèle maintenant, à mon avis, est en question là-dessus. C'est la question du sens. Hein, oui, non, mais vous avez raison et tort en même temps, c'est-à-dire, je crois que effectivement, on peut trouver des familles de tradition militantes, on peut trouver des lignées, et dont la question de la filiation est importante, la question de la tradition, de la transmission des valeurs est importante, mais je pense aussi, ce sur quoi j'ai voulu assister, parce qu'on ne dit pas assez, qu'aujourd'hui l'expérience prime. L'expérience prime, et que si elle prime, c'est pas pour des raisons qui flottent dans le truc, c'est parce que nous sommes des individus qui sommes obligés de nous construire, de bâtir notre identité, d'établir notre reconnaissance à travers nos actes et à travers les actes de tous les jours, petits ou grands. Merci Jacques. J'arrête là le débat parce que sinon ceux qui ont faim vont finir par me siffler. Hein.